Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes à Lorient-la-Base, à quelques encablures de la cité de la voile Éric Tabarly. Et cette semaine, on vous propose de vous emmener dans les coulisses du Gitana Team. Pendant que Charles Caudrelier caracole en tête de l'Arkea Ultimate Challenge Brest à la barre de son maxi Edmond Rothschild, nous allons voir de quelle manière son équipe vit la course à terre. Qu'il soit team manager, ingénieur, boat captain, responsable de la communication, technicien, gréeur, tous sont en veille et dans les starting blocks depuis le début de ce Tour du Monde. Et si Charles Caudrelier continue d'imposer son rythme dans le Pacifique, les avaries rencontrées par ses adversaires rappellent sans cesse la fragilité de cette copie presque parfaite. Concentrés, passionnés, certains, comme les routeurs, sont entièrement dédiés à ce Tour du Monde depuis un mois. On va aller à la rencontre de ces hommes de l'ombre, mais tout d'abord on rejoint Cyril Dardashti, le boss du team, toujours sur le qui-vive. C'est parti Gilbert, je te laisse aller voir Cyril, moi je vais aller voir ce qui se passe du côté du BE. Bonjour Cyril. Bonjour Gilbert. Votre bateau caracole loin devant Thomas Coville, actuellement contraint de faire une escale en Tasmanie. Thomas, dites-vous que cela reflète une parfaite maîtrise du projet par le team Gitana. Ce Tour du Monde qui était très attendu, il a été minutieusement préparé. Oui, c'est vrai que ça fait maintenant depuis 2015 qu'on travaille justement sur ce trimaran volant. C'est vrai qu'on a eu pas mal de déconvenues au départ parce qu'il a fallu le mettre au point. Et c'est vrai qu'on dispose aujourd'hui d'une expérience de 7-8 ans même maintenant. Et aujourd'hui, c'est vrai que le bateau est fiable. Mais enfin bon, il faut quand même relativiser. La route est encore longue et donc il reste encore du chemin. Alors justement, Charles, il a une avance confortable sur ses adversaires, mais on voit que quand même son rythme quotidien reste très intense. Groupe Edmond Rothschild a établi un nouveau temps de référence entre Ouessant et le Cap Levine. Il a aussi établi un record de la traversée de l'Indien en 8 jours, 8 heures et 20 minutes. Alors, est-ce que quand même le record de François Gabard, le record du Tour du Monde en solitaire, il est un peu dans les esprits? Ce serait une petite cerise sur le gâteau. Alors on n'est pas parti pour ça, on n'est pas parti pour ce record. Oui, il ne faut pas se tromper d'objectif. Exactement, l'objectif il est quand même très clair, c'est de gagner cette course. Maintenant c'est vrai que la situation météo fait que au fur et à mesure on arrive à accrocher quelques temps références, tant mieux, mais encore une fois c'est vraiment pas l'objectif. Et donc plusieurs fois on aurait pu notamment battre le record des 24 heures ou même aller encore plus vite sur ces temps références. Mais on va rester serein et puis dans les objectifs qu'on s'est fixés. Oui, serein, le mot est prononcé. Ça doit être difficile d'être serein tous les jours quand on voit la casse qui affecte certains adversaires. On a tous des problèmes au quotidien. C'est vrai qu'on a été, on va dire, plus chanceux que d'autres. Mais bon, on a quand même tous les jours nos petits ennuis qu'il faut résoudre. Et c'est vrai que on est quand même branché H24 pour que justement on puisse répondre à chaque fois aux attentes de Charles. Voilà, alors pour ne pas se laisser trop submerger par le stress en fait, parce que vous êtes en phase permanente avec le bateau, quel est un peu votre quotidien? On a vu que l'équipe était très attentive lors des vacations avec le bateau, qu'elle était détendue dans les séances de sport hebdomadaires que vous maintenez. C'est important de maintenir cet esprit de groupe et de s'évader un peu? Alors justement, je ne pense pas que ce soit de la détente, je pense qu'on a besoin de se détendre. Et c'est ces petits moments-là justement ensemble qui nous permet d'évacuer un petit peu justement ce stress que l'on a tous, parce que encore une fois, on a des ennuis tous les jours qu'on résout, hein, c'est pas le débat. Alors il y en a d'autres qu'on mène un peu de côté parce que c'est pas capital par rapport à la marche du bateau. Et ces moments en fait nous permettent en tout cas de s'évader un petit peu, même si en permanence on a notre téléphone collé à nous et avec toute la messagerie qui va avec. Mais on va dire que durant toute cette course, on est évidemment en contact permanent avec le bateau et notre pouls est finalement le pouls du bateau, quoi.
Voilà. Alors, en plus, il y a aussi un nouveau groupe Edmond Rothschild qui est en projet, que vous avez annoncé, et parallèlement à cet Arkea Ultime Challenge, toute l'équipe se projette sur ce nouvel Ultime et est au travail. C'est quand même assez lourd de mener deux dossiers aussi importants en même temps. Alors c'est lourd, mais c'est enthousiasmant. On a vraiment cette chance d'avoir Ariane de Rothschild justement qui insuffle la suite. Et je pense que c'est très important pour le team, mais aussi pour la classe. Je pense que le fait d'avoir un bateau supplémentaire au sein de cette classe est important. Et puis après, pour nous, c'est aussi ça nous permet de nous évader aussi. Parce que sinon, on deviendrait complètement zinzin à rester en permanence justement sur les performances du bateau, sur ce que fait Charles, etc. etc. Donc, c'est aussi un bon moyen pour nous de nous évader au-delà de la partie sportive où nous, effectivement, comme tu le disais, on fait des activités un petit peu à droite à gauche, mais ça aussi, ça nous permet de s'évader. Et puis, on se nourrit aussi de toute cette expérience que l'on acquiert encore, parce que même si le bateau il a 7 ans et qu'il est extrêmement performant, on continue d'apprendre. Et ça nous permet justement sur le bateau prochain justement de pouvoir bénéficier justement de toute cette expérience que l'on accumule. Bien, merci beaucoup Cyril. On va retrouver Virginie dans ce bureau d'études, un endroit où ça phosphore dur pour la gestation de ce nouvel Ultime. On est vraiment au cœur du bureau d'études, ici avec les ingénieurs du Gitana Team. Et c'est un lieu un peu secret, on va le dire. Donc là, je parle pour vraiment les passionnés, les spécialistes du milieu qui seraient tentés de mettre pause et de zoomer. Ça ne sert à rien. Tout a été masqué sur les écrans, tout ce qui est confidentiel. Sébastien, bonjour. Vous êtes donc le directeur de ce bureau d'études. Déjà, première question, comment vous vivez, vous, ce tour du monde et puis la superbe performance de Charles depuis le début? Évidemment, déjà, on est très content d'être là où on est pour le moment. On dit la route est encore longue, mais bon, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc voilà, on est bien là où on est. Maintenant, on reste concentré autant que Charles, je pense, pour essayer d'emmener le bateau et de l'aider à emmener le bateau jusqu'au bout. Voilà, donc on est à fond derrière lui et évidemment très content de cette place pour le moment. Alors c'est forcément hyper chronophage, hein. Vous avez un lien avec le bateau en permanence, vous avez des données. On ne va pas montrer ce que vous avez sur vos écrans, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer quel type de données vous avez et surtout, qu'est-ce que vous surveillez? Oui, alors on a vraiment toutes les données du bateau, enfin on peut avoir toutes les données du bateau. Après, voilà, on n'est pas là pour remplacer Charles, ni nous, ni la cellule de routage à bord. Donc nous, on surveille vraiment la partie structurelle du bateau. C'est-à-dire qu'on a des alarmes, par système de télégramme, on a des alarmes sur nos téléphones. Et donc, il y a un certain nombre de curseurs ou de maximum qu'on met en fonction des conditions, etc. Et on surveille vraiment, voilà, on va avoir des alarmes si on dépasse des contraintes structurelles ou s'il y a des événements qui se passent qui peuvent mettre en danger le bateau ou du coup Charles. Et donc on fait attention à ça. Et si des fois on a des alarmes, on peut lui mettre un message pour lui dire attention, peut-être on tire un peu trop. Ou des fois c'est juste voilà, des grosses conditions de mer par exemple où le bateau tape beaucoup. Et on va lui envoyer un message et puis il va nous rassurer ou pas en disant oui ça tape fort, c'est normal, je fais le dos rond. Voilà, donc on est là surtout pour surveiller nous côté équipe, en plus des routeurs, la partie on va dire structurelle du bateau. Alors, il y a ce tour du monde qui est passionnant et puis il y a un autre projet tout aussi passionnant, on l'évoquait avec Cyril il y a quelques instants, c'est la conception de Gitana 18. Forcément, vous êtes beaucoup inspiré des retours d'expérience de Gitana 17. De quelle manière cette course-là, elle peut encore nourrir les réflexions? Est-ce que c'est encore possible? Quels sont les retours que vous prenez sur ce tour du monde? Faire un tour du monde avec ces bateaux, déjà, ça n'a jamais été fait. Pour nous y compris, on a fait des tentatives de Jules Verne qui se sont malheureusement avortées plus tôt, en général après l'Afrique du Sud. Donc on n'a jamais eu l'opportunité d'aller naviguer longtemps dans les mers du Sud, etc. Et donc c'est sûr que c'est un retour d'expérience qui va être hyper important pour nous. Voilà. Après, dans le timing, on va prendre ce qu'il y a à prendre et on pourra peut-être pas tout modifier, mais en tout cas, ça va être assez inspirant pour la suite. Et même, voilà, on a des discussions avec Charles, parfois un peu même des choses d'ergonomie, par exemple, c'est tout bête, mais tant qu'on n'a pas vécu aussi longtemps que Charles a vécu sur ces bateaux autour du monde, dans les conditions qu'il rencontre, on n'a pas toutes les données, donc on va pouvoir, ça va être hyper important pour nous d'avoir un bon débriefing au retour de la course pour pouvoir adapter la suite. Alors vous travaillez avec Guillaume Verdier dans la continuité puisque c'était déjà l'architecte pour Gitana 17, il a pas mal navigué avec vous aussi. Vous étiez très précurseur au niveau du vol avec ce bateau-là, cet ancien bateau. Est-ce que vous diriez que vous avez mis le curseur en termes d'innovation pour Gitana 18 ? On va évidemment pas trop en dire et on veut pas trop en dire et garder la surprise pour la fin, mais
La plateforme du Maxi Edmond Rothschild nous sert et nous a servi énormément pour apprendre. Et aujourd'hui, on a évidemment plein d'idées pour faire mieux et essayer d'aller encore plus loin. Donc vous aurez la surprise d'ici courant 2025, mais non, ça nous sert beaucoup. Le retour d'expérience du bateau actuel nous sert encore, parce que, comme on le sait aujourd'hui, sur nos bateaux, on a beaucoup de capteurs, et donc chaque navigation sur le bateau est très enrichissante au niveau des datas, et donc on n'arrête pas d'apprendre. Notre courbe d'apprentissage, elle est encore au début, je dirais. Voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Alors on le voit, l'avenir va s'écrire en ultime et vous préparez déjà la suite. Pour l'heure, il y a ce tour du monde à boucler et à gagner. On va continuer à aller à la rencontre de l'équipe. On va retrouver Gilbert dans l'atelier, cette fois avec Pierre Tissier, le directeur technique. Bonjour Pierre. Bonjour Gilbert. Alors Pierre, vous êtes en veille permanente, vous avez toutes les données du bateau, vous suivez sa progression heure par heure. Mais Charles, il peut vous appeler à tout moment. Charles est capable de nous appeler à n'importe quel moment. On a remarqué depuis le début et c'est très bien. La ligne est ouverte pour qu'il puisse nous appeler ou communiquer plutôt par texto. On communique beaucoup par texto, en fait, par télégramme. On a des comptes suivant ce qu'il y a à traiter, soit du routage, soit de la technique, soit des informations sur les alarmes ou des choses comme ça. Voilà. D'accord. Différentes voies de communication. Alors, on a l'impression que tout roule à bord de groupe Edmond Rothschild, mais on l'imagine. Est-ce que Charles, il a dû bricoler pas mal depuis le départ? Parce que je crois que dans une interview récente, il confie avoir lui aussi, il a eu un souci par jour, dit. Exactement. Mais Charles nous avait dit avant le départ d'expérience, de toute façon, j'aurais un souci par jour. Et il n'a pas menti. Des fois, il en a 2 par jour et puis le lendemain, il n'en a pas. Donc, c'est pas mal. Ça fait une bonne moyenne. Mais oui, il y a des petites choses à traiter tous les jours. Et il a besoin des conseils pour les résoudre. Exactement. Voilà. Soit du positionnement de matériel dans le bateau, parce qu'il ne sait pas exactement où tout est rangé et où tout est répertorié. Il n'a pas tout le listing en tête, donc quand on peut l'aider sur certains points de détail, on n'hésite pas à le faire, parce que nous... Il gagne du temps et il revient à la marche du bateau. Il gagne du temps, il sait au moins aller droit au but, et puis après, il ne peut pas avoir tous les mécanismes en tête et toutes les subtilités techniques, donc on est là pour l'épauler parfois à résoudre quelques problèmes techniques. Alors, nous sommes à presque un mois de course et vous êtes la seule équipe qui, pour l'instant, n'a pas eu à faire d'escale technique, puisque Actual et Adagio se sont arrêtés à Cape Town, Banque Populaire à Recife au Brésil, et puis la Sodebo à Hobart en Tasmanie, et puis SVR l'Arctique, très endommagé après une rencontre avec un ovni ou un cétacé, a hélas annoncé son abandon en début de semaine. Mais l'avarie, c'est la hantise de toute équipe. On imagine que la logistique est prête et que vous êtes dans les starting blocks. Oui, on est effectivement dans les starting blocks. On espère effectivement pas avoir de problème d'impact ou de gros soucis techniques qui nous imposent de nous arrêter. En tout cas, si ça devait arriver, on a prévu toute une logistique pour pouvoir s'arrêter un peu dans n'importe quel endroit du monde. En tout cas, on a essayé de répertorier les endroits où il était possible facilement de s'arrêter et d'acheminer du matériel. Oui, parce que le Cap, par exemple, c'était un point de chute idéal pour les équipes avant l'entrée dans le Grand Sud, mais maintenant... Voilà. Il y avait Hobart, maintenant il y a cette longue traversée du Pacifique où là, il y a peu de zones de retraite. Donc là, il faut vraiment que l'étape se passe sans embûche, et à la suite de quoi on pourra avoir des coins de repli comme l'Uruguay, le Brésil. Oui, j'imagine justement que vous croisez les doigts pour que Charles trouve la porte de sortie à Horn. Et je crois que le roadbook, par exemple, de toute la remontée, il a été finalisé là récemment. Exactement. Voilà. Alors, il a été établi et travaillé en amont, mais il a été finalisé effectivement récemment pour avoir vraiment les points de chute potentiels et être capable en quelques heures de rejoindre le bateau n'importe où avec le matériel adéquat.
Alors, il faut aussi anticiper les visas, il faut tout anticiper. Tout à fait, exactement. On avait, par exemple, pour l'Australien, on avait déjà on avait réservé des visas, on avait acheté des visas, donc c'est pas très cher, mais si on les a pas, on est dans l'incapacité de pouvoir intervenir en Australie. On n'a pas le droit d'y rentrer comme ça pour travailler, en tout cas. D'accord. Alors, tu parlais du matériel adéquat. Je vois qu'il y a des caisses derrière toi. Alors, il y a quelques caisses. Alors, c'est des caisses qui sont déjà prêtes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses? Alors, on a différentes caisses pour les différents métiers ou les différentes interventions. Donc, on va avoir du matériel qui va être de la mécanique, du matériel pour l'accastillage, pour le gréement courant, pour la stratification. Voilà. En gros, c'est tous les corps de métier qu'on a au sein du team Gitana qui se retrouvent un peu dans ces caisses. Et donc, pour chaque mission spécifique, on va emmener 1, 2, 3 caisses. On a aussi du matériel de manutention qui est prêt. Et on a également des appendices de rechange qui sont les plus exposés. Donc, on peut emmener, par exemple, une dérive ou un plan porteur ou un safran. Voilà. Donc, tout ça est prêt ici à être acheminé pour d'éventuelles réparations, et on espère, on touche du bois pour qu'on n'ait pas à s'en servir. Ben oui, on vous le souhaite. On va maintenant quitter ces ateliers du team Gitana et vous emmener dans une petite maison au calme à l'Armor-Plage. C'est là que la cellule de routage qui fonctionne 24 heures sur 24 a pris ses quartiers. Elle est composée de Erwan Israël, qui est un des piliers du team, de Julien Villon, Benjamin Schwartz, et ce trio est en relation régulière avec l'Américain Chris Bedford aux États-Unis. Et justement, Virginie les a rejoints au moment de la relève, c'est-à-dire le changement de quart, comme on dit en mer. Ça va, Jus? Bien dormi? Ouais, petite sieste. Ça va, il est comment, Charles? Ça roule, pas beaucoup de changements par rapport à tout à l'heure. Il a tombé son J1? Non, il a toujours le J en l'air. Il est J0 maintenant. Puis non, le vent est assez calé. Il a bien avancé, là. Et c'est conforme à ce qu'on a mis dans la polaire. Et puis pour la suite, ça s'est pas vraiment décanté, quoi. Les modèles sont toujours pas calés pour le passage du Horn. Salut Erwan, ça Salut va? Virginie. Pour l'instant, tout va bien. Reposé, tu viens de prendre ton quart du coup Ouais, c'est ça, on a un système de rotation à 3 et ça se passe très bien. Ça permet un peu d'être lucide quand il faut reprendre les fichiers, refaire des analyses. Alors justement, là, tu viens de croiser Julien. Comment ça fonctionne? Est-ce que parfois vous êtes 2, parfois vous êtes 3, régulièrement tout seul? Voilà, ça dépend en fait des situations météo. Typiquement, tout le début de course où il y avait pas mal de choix tactiques à faire, on était tout le temps à 3, donc avec une seule personne qui se reposait. En tout cas, la plupart du temps. Donc il y avait des overlaps très longs, on décidait tout le temps au moins à 2. Et puis c'est vrai que depuis qu'on est dans le sud, où finalement, à cause de l'abandon de SVR malheureusement, les écarts se sont créés, les situations météo sont plus longues, moins de choix, c'est surtout des choix de voile en communication avec Charles, donc on a établi des écarts un petit peu différents et souvent il n'y a qu'une personne derrière l'ordinateur à scruter et à communiquer avec Charles. De toute façon, il y aura tout le temps quelqu'un. Je t'entendais dire, Charles a beaucoup discuté là. Voilà, vous êtes en lien permanent avec le bateau, mais vous appelez rarement. Comment ça fonctionne? Comment vous échangez? C'est ça, en fait, on l'a appelé peut-être une fois depuis le début, je crois, je ne me rappelle même plus. Ça arrive très rarement et c'est essentiellement du chat via la messagerie Telegram. Parce que ça permet de laisser une trace écrite si on a besoin de relire, même pour nous, mais surtout pour lui. Quand il a oublié quelque chose, ça permet de relire. Et puis, avec la fatigue aussi. Voilà, c'est un échange hyper important. Et puis, ça nous permet de lui envoyer en fait, des documents, des petits croquis avec des explications facilement. Et voilà, il a une trace à tout moment. Il peut relire et il n'est pas obligé d'essayer de se rappeler ce qu'on lui a dit 6 heures auparavant à l'oral. Alors vous êtes là pour l'aider, lui proposer les meilleures trajectoires, également les meilleurs choix de voile. Mais évidemment, c'est lui qui décide. Et puis il y a la trajectoire optimale sur le papier, et puis l'état de fatigue du skipper. J'ai l'impression qu'à ce niveau-là, c'est plutôt vous qui êtes obligé de le freiner, de le gronder même peut-être un peu parfois. Voilà, comment il est, Charles, à ce niveau-là? Alors, je dirais pas qu'on l'a grondé parce qu'on est souvent en phase, mais par contre, lui, il peut se laisser un peu emballer quand les conditions météo sont favorables, ce qui a été le cas après la Nouvelle-Zélande. Il va laisser le bateau peut-être accélérer un petit peu plus. Et puis nous, on a pour mission quand même
préserver au maximum le bateau et lui d'ailleurs. Donc on va sûrement, on lui fait souvent des petits piqûres de rappel. Attention, là on a vu une petite pointe à 44 nœuds, 42 nœuds, parce qu'on a les vitesses moyennes, mais on a aussi les infos en direct et on voit les vitesses max. Et puis Donc vous le on savez doit- du romal aussi. Mais oui, mais par contre lui, il pourrait, voilà, ça génère quand même un peu de frustration pour lui de temps en temps parce que il pourrait clairement aller plus vite. Alors il y a eu des conditions plus pénibles, mais quand les conditions sont favorables, clairement, il a le pied sur le frein et on sent que ça peut le frustrer, mais pas tant que ça, parce que je pense qu'il a une bonne vision globale de la course et il sait que pour gagner, il faut d'abord finir la course. Alors il y a eu cette Transat Jacques Vabre avec lui, ça a permis de mieux le connaître aussi, c'était important de voir comment il fonctionne sur l'eau. Comment il est là, Charles? On est allé, on va dire, à la moitié à peu près de ce tour du monde. Comment il est physiquement et mentalement? Alors, en fait, ça dépend beaucoup de la météo. Il y a eu des petits moments où on l'a senti un peu fatigué, notamment dans l'océan Indien, quand on a fait pas mal d'empannage le long de la zone de glace, où là, ça a puisé un petit peu dans ses réserves, donc on a essayé de l'économiser le plus possible. Par contre, la plupart du temps, on a le sentiment qu'il arrive à dormir, il est serein, il est lucide, il est en mode machine, donc... Et puis, comme il est quand même dans la gestion du bateau, je pense qu'il a lui aussi quelques réserves. Il est un peu moins stressé, forcément. Tu disais tout à l'heure avec Tom Laperche qui n'est plus à côté au contact. Pour autant, est-ce que vous sentez une impatience à en finir là avec cet océan Pacifique, à passer le Horn? Non, je dirais pas qu'il est impatient. Là, en fait, nous, on fait face à une situation météo un peu compliquée. Alors, le stress, il vient aussi avec les éléments. C'est vrai que la bataille a été intense avec Tom, elle a été magnifique et ça générait certainement un peu de stress et beaucoup d'interrogations et de questionnements de sa part. Nous aussi, il nous mettait... on était vraiment dans le devoir de lui donner des résultats et de lui trouver des bonnes trajectoires ou des bonnes réponses. Ça a été plus cool, on va dire, la première semaine dans le sud. Et puis là, maintenant, on a une situation météo un peu plus compliquée. Donc, à nouveau, il est beaucoup en discussion permanente. Il veut être sûr qu'on ait bien pris en compte tous les éléments. Il va revérifier tout 10 fois. Donc voilà, il est sur notre dos, comme il sait faire. Alors justement, on va l'écouter, Charles, par rapport à ce qu'il attend là, dans les jours qui viennent. Il a envoyé une vidéo du bord où il parle justement de ce fameux Cap Horn. Écoutez. Voilà, le jour se lève par 57 sud, c'est quasiment le plus sud où je vais aller un petit peu plus encore bientôt, là, 58, 59. On est à la latitude du Cap Horn, hein, et il fait 14 degrés, c'est complètement dingue. C'est beau. Les 3 prochains jours vont être pas mal, avec un peu de vent fort peut-être à gérer, on va gérer ça pendant quelques heures. Et puis après, c'est un peu compliqué pour aller au Horn, mais on va trouver un chemin avec l'équipe pour l'instant. Ils ont fait une course parfaite, donc je leur fais confiance. Il est sur votre dos, Erwan, mais il vous fait confiance. Il dit qu'il va falloir trouver le chemin. Il est assez serein par rapport au fait que vous allez l'accompagner au mieux. Est-ce qu'on peut expliquer, alors sans nous dévoiler vos routages, on sait que c'est top secret, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça va être si compliqué, ce passage du Horn? Est-ce que tu peux nous montrer peut-être sur un... c'est la météo, j'imagine, qui n'est pas simple. C'est sûr que là, on a un peu mangé notre pain blanc et puis clairement, ça se complexifie. En fait, on a un vaste domaine dépressionnaire à l'approche du Horn, avec plein de dépressions secondaires, en fait, les modèles ne voient pas forcément bien leur position, leur évolution. Et il y a un scénario qui serait un petit peu catastrophique, qui est vu par un des modèles, c'est les cellules, en fait, elles fusionnent et ça fait quelque chose d'explosif. Alors déjà qu'on est dans des contrées quand même assez hostiles, on sait que la cordillère des Andes compresse le vent, il y a plein de... On est très près des zones très froides. Ouais, c'est vraiment un couloir aussi, hein, le Horn. Là, on n'a pas beaucoup d'espace. On n'a pas d'escape, et donc en fait, si on a cette météo-là, à cet endroit-là, c'est la pire des situations pour nous. Donc là, on est clairement dans des choix, on regarde ce qu'il faut faire pour la gestion de la course, pour la gestion de Charles, du bonhomme, du bateau, et vis-à-vis des concurrents. Donc on regarde toutes les options, on suit ça depuis quelques temps, on a encore un petit peu de temps avant de décider, il y a plein d'options possibles, mais de toute façon, nous, le but, ça sera toujours de préserver et le bateau et Charles. Vous êtes en cohabitation, on a presque envie de dire confinés dans cette maison, tous les trois. Presque. Est-ce que vous avez quand même, j'imagine, des moments où vous pouvez breaker? Est-ce que vous avez des vraies journées off? Et si oui, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous arrivez à couper dans ces moments-là?
Alors oui, depuis 2 semaines, on a quelques journées off où ça permet de breaker. Bon, ça n'empêche pas d'aller travailler quand même à la base. Passer Mais au en bureau. tout cas, on s'efforce de lire un petit peu moins souvent les messages parce que c'est vrai que c'est alimenté souvent et en fait, on ne décroche pas. Donc voilà, et puis même on est à 5 minutes de la mer, donc même quand on est de quart, pendant nos petites siestes, on peut se réveiller 1 heure plus tôt, aller faire un footing en bord de mer quand il fait ce temps-là par exemple. Donc on arrive à décrocher, et puis comme on est 3 finalement, avec ce roulement, on arrive à être, je trouve, très efficace sur toute la course. Merci beaucoup, Erwan. On vous souhaite plein de courage, hein, parce que c'est loin d'être terminé. Que les étoiles continuent à bien s'aligner pour ce passage du Cap Horn. À bientôt, merci. Merci. Et on peut vraiment remercier la cellule de routage qui a pris le temps de nous recevoir. Vous l'aurez compris, ce Tour du Monde, il est extrêmement chronophage. Et ils sont vraiment focus sur cette épreuve. Gilbert, te voilà. Oui, je sors de ce chantier. L'émission touche à sa fin. On espère que ce moment privilégié dans les coulisses du Gitana Team vous aura passionné et appris plein de choses. Charles Caudrelier est le seul qui n'ait pas eu à s'arrêter pour une avarie. On rappelle que Tom Laperche, lui, a été contraint à l'abandon. Comme le dit Cyril, le patron de l'équipe Gitana, il faut une part de réussite et de chance dans ce Tour du Monde. C'est un coup dur pour Tom Laperche, auteur d'un début de course exceptionnel. Il y aura d'autres courses pour Tom et on espère le recevoir dans notre prochain café le 15 février à la Cité de la Voile, Éric Tabarly. À bientôt, bye bye. Bye bye.